pour ce club des territoires, Catherine Tricot. Bonjour Catherine, merci d'être là, directrice de la revue Regard. Et Tatiana Renard-Barzac, on est ravis d'accueillir dans ce club pour la première fois, journaliste politique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va parler des législatives anticipées, évidemment, 19 jours avant le premier tour. Campagne éclair, les oppositions s'organisent. Un accord a été trouvé cette nuit à gauche pour des candidatures uniques. Les tractations ont lieu à l'extrême droite pour des candidatures communes entre Reconquête et le Rassemblement national. On va revenir sur tout ça. Et on va revenir sur la prise de parole d'Emmanuel Macron qui doit tenir une conférence de presse cet après-midi. On va voir ce qu'on peut en attendre. Quentin, on va parler avec vous du vote aux européennes. Vous l'avez scruté territoire par territoire. Oui, c'est ça. On va faire le point sur les cartes du vote, notamment le vote du Rassemblement national. On va voir la cartographie de la France de ce vote. Et on va parler tout de suite de ces législatives. C'est aussi l'actualité dans nos régions. Pour ça, on va à Montpellier où on retrouve Olivier Biscay. Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être avec nous, directeur de la rédaction du Midi Libre. Le Midi Libre qui se penche évidemment sur ces législatives puisque ça arrive très très vite, on le disait, 19 jours. Vous consacrez de nombreuses pages avec des zooms sur chaque circonscription. Oui, absolument. Écoutez, on est dans la tonalité de cette journée du mardi et de ce début de semaine avec les grandes manœuvres, puisqu'on a scruté dans chacune des circonscriptions du Languedoc la réalité politique. Tout le monde est évidemment mobilisé dans la plupart des partis politiques et les questions qui se posaient depuis hier, ce sont évidemment les accords à gauche, à droite, la place du Rassemblement national dans beaucoup de nos départements, notamment dans le Gard, où Julien Sanchez, par exemple, le maire de Beaucaire, a été élu député européen. Donc c'est le zoom que nous faisons ce matin dans Midi Libre. Et Olivier, juste un mot, parce que vous avez aussi scruté, on a vu le résultat en Occitanie de ces européennes avec des forts scores du Rassemblement national que vous avez analysés. Oui, absolument. Vous savez que l'Occitanie compte 13 départements. Bien, les 13 départements sont aux couleurs du Rassemblement national. Le Rassemblement national qui se place en tête dans chacun de ces départements avec près de 33% des voix. Il faut se dire qu'en 2019, 3 départements avaient échappé à la vague du Rassemblement national, la Haute-Garonne, l'Aveyron et le Lot. Ce n'est pas le cas en 2024 avec un score très élevé. Derrière Raphaël Glucksmann à 15%. Des scores très élevés aussi. On l'a remarqué, c'est le point ce matin dans Midi Libre, dans la ruralité, au-dessus de 50%, dans une centaine de villages languedociens. Le vote est très très haut. On a des scores jusqu'à 65-75%, notamment dans l'Aude. On l'a constaté évidemment dans ces élections européennes. Et vous suivez évidemment ce qui est en train de se passer, les tractations, les grandes manœuvres, Olivier, au niveau local, mais également au niveau des partis. On sait que Carole Delga, qui préside votre région Occitanie, est très investie également au niveau national. Oui, absolument. Vous l'avez dit, il y a un accord. Il semblerait qu'il y ait un premier accord entre les forces de gauche. On a parlé du Parti socialiste, mais quelle tendance? On va le savoir dans la journée. Carole Delga n'appartient pas à la tendance d'Olivier Faure, qui soutenait la NUP, ainsi que Michael Delafosse, le maire de Montpellier. Donc on attend beaucoup de leur prise de parole aujourd'hui. Est-ce qu'ils soutiendront cet accord qui semble naître avant les législatives anticipées? Est-ce qu'ils auront une autre version du combat politique et de l'ambition face au Rassemblement national? Ce sont les questions qu'on posera aujourd'hui aux deux leaders avec des réponses qu'on attend très précisément. Et c'est à lire dans Midi Libre. Merci beaucoup Olivier. Merci à vous. Je vais éternuer. Grande manœuvre, c'est à la une de votre journal. Merci Olivier, c'est à lire. Évidemment, aujourd'hui dans le Midi Libre, on vous retrouve très prochainement avec grand plaisir pour suivre cette campagne. Pour poursuivre ce que disait Olivier Quentin, qui nous parlait de ce vote du Rassemblement national et de ses scores très élevés, notamment dans la ruralité, vous avez regardé, vous avez scruté le vote territoire par territoire. Premiers enseignements du scrutin, score historique, victoire sans précédent pour le RN. Et évidemment, ça interpelle quand on regarde le vote en détail dans les territoires. Oui, il y a une statistique qui est éloquente. La liste menée par Jordan Bardella arrive en tête dans 93% des communes en France. Cette carte qu'on a vue dans le journal Le Monde qui représente ce vote avec cette couleur marron qui symbolise le vote RN. Sur les 35 015 communes françaises, 32 613 ont placé la liste du Rassemblement national en tête des suffrages. Avec ces 93%, c'est une forte progression puisque c'était seulement
71%. C'était déjà 71% en 2019 lors du précédent scrutin européen, avec des régions où le vote RN a beaucoup augmenté. En Bretagne, on votait historiquement peu pour l'extrême droite. C'est seulement 35,2% des communes en 2019 et 86% cette année. On peut regarder là où le Rassemblement national fait ses plus gros scores. Oui, il y a des fiefs du RN, on le voit en marron foncé sur une autre carte. Vous voyez, c'est dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est. Le maximum, c'est le département de l'Aisne, 50,6% de vote RN. Le Pas-de-Calais, c'est 47% comme la Haute-Marne. Ce vote qui pèse 43% dans la Meuse, dans la Haute-Saône, dans les Ardennes. Dans le sud de la France, on note dans le Var et les Pyrénées-Orientales, le Rassemblement national totalise plus de 43% des voix. On va regarder les scores des autres partis. La liste Renaissance essuie le plus gros revers lors du scrutin de dimanche. Oui, la liste menée par Valérie Ayé n'arrive en tête que dans 864 communes sur les 35 000 en France. Si on prend cette statistique, elle fait donc 10 fois moins qu'il y a 5 ans, avec un vote Renaissance plus fort à l'ouest de la France. On parle de la gauche, mauvaise performance des écolos et progression du Parti socialiste. La liste des écologistes est arrivée en tête dans 1336 communes en 2019. C'est seulement 78 en 2024. La liste PS Place Publique menée par Raphaël Glucksmann enregistre une forte progression en l'emportant dans 1084 communes contre 185 en 2019. Un dernier mot pour mentionner les LR dont on vantait a priori l'ancrage dans les départements, comme après les sénatoriales de l'automne dernier. On ne le voit plus dans ce scrutin. La liste Bellamy n'est en tête que dans 74 communes contre 812 en 2019. On va revenir sur ce vote territorial, peut-être d'abord sur le Rassemblement national. Tatiana Renard-Barzac, c'est vrai qu'avant, on disait qu'il y avait des zones pour le Rassemblement national, le Nord, le bassin minier de Sud. Aujourd'hui, on le voit, il est implanté sur l'ensemble du territoire. Totalement implanté et comme vous le disiez, avec en effet des endroits qui étaient vraiment symboliques de la Macronie. Je pense à la Bretagne, en effet. Là, c'est vraiment un séisme politique pour la Macronie parce que c'était tout à fait observé et une défaite est extrêmement explicite. Il y a aussi Marseille. Marseille où on est à 30% pour le RN. LFI aussi d'ailleurs fait une percée, mais où la liste de Manon Loiseau à l'époque avait fait 20%, 10% là aujourd'hui. Donc c'est vrai que là on a quand même des endroits où il y a vraiment une Nathalie Loiseau évidemment pardon. Il y a évidemment des endroits où c'est assez symbolique et puis il y a la Gironde, le RN en tâte aussi en Gironde. Donc c'est vrai qu'il y a comme ça une cartographie électorale qui est tout à fait profondément modifiée, mais qui correspond aussi à une sociologie électorale qui est tout à fait élargie. Quand on regarde aussi la base électorale du RN, ce qu'elle était et ce qu'elle est aujourd'hui. Et les jeunes, je pense à la percée chez les jeunes, chez les cadres, voilà. Il y a quand même des choses très intéressantes là qui se passent et qui montrent en effet qu'il y a une vague RN lors de ces européennes et qui risque d'être confirmée là lors de ces législatives. Oui, effectivement, il y a une puissance géographique, Catherine Tricot, et on le voit, c'est plus réservé non plus aux grandes villes. 93% des communes, ça veut dire qu'aujourd'hui la ruralité vote pour le Rassemblement national. Ah, j'allais dire, c'est plutôt d'ailleurs c'est plutôt étendu aux grandes villes, mais je note quand même qu'on a cette progression partout. Quand vous faites 30% et que le suivant est à 15%, naturellement, on peut penser que cette carte qui nous met le RN en tête à peu près partout, c'est à peu près attendu et normal. Mais quand même, ce qui est frappant, c'est qu'on a quand même un pays géographiquement fracturé. C'est-à-dire on a quand même les grandes villes qui votent différemment des campagnes. Ça fait partie moi je pense des symptômes du problème français. Et pardon, peut-être on a une fracture entre Paris et la province, parce qu'il n'y a que en Ile-de-France où le Rassemblement national n'est pas arrivé en tête. Oui, mais par exemple, on vient d'avoir à l'instant, avec le directeur de la rédaction du Midi Libre, un zoom sur la région Occitanie. Par exemple, Montpellier, la ville de Montpellier, alors que en général, c'est marron. La ville de Montpellier, qui est la grande ville de l'Hérault, elle est rouge, elle est LFI. Mais par contre, Béziers et Sète restent très marron, ou deviennent très marron. Donc, on a vraiment les grandes villes universitaires, les cœurs de métropole. C'est pas les métropoles, c'est les cœurs de métropole et les banlieues populaires qui, elles, ont donné un assez bon résultat à l'AFI. Et par contre, on a un parti socialiste qui est un peu plus, qui se réinscrit un peu plus dans l'intérieur de façon un peu plus large et générale. Cela dit, on observe aussi quelque chose d'intéressant à Paris, notamment, où c'était vraiment un vote, pour le coup, totalement macroniste lors des dernières élections. Et on voit qu'il y a quand même une percée frontiste. Je pense notamment au 16e arrondissement, au 8e et 15e, et avec Raphaël Glucksmann qui remporte d'ailleurs la mise, avec plus de 10 arrondissements où il
est en tête. Donc on voit vraiment une inversion là des votes, que ce soit en effet en réalité, mais aussi dans les grandes villes et des villes symboliques. Marseille, Paris, Lyon, Strasbourg. Enfin, il y a quand même vraiment là, en effet, une cartographie qui dessine, qui est tout à fait intéressante et qui pose question. Éric Zemmour avait fait des bons résultats à Paris, par exemple, dans les quartiers les plus bourgeois de la ville. Dans le 7e, notamment, encore là. Et Marion Maréchal fait des bons résultats dans certains arrondissements de Paris. Tout à fait. Donc on a quand même la bourgeoisie urbaine va donner ses voix à l'extrême droite, quand bien même le reste de la ville. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Paris, alors la Macronie, elle est vraiment laminée, décimée. Totalement décimée, alors qu'ils nourrissaient de gros espoirs. Je ne sais pas si Rachida Dati a fait un si bon pari que ça, finalement. Pas forcément. Non, et surtout que le vote François-Xavier Bellamy à Paris est supérieur au vote national de François-Xavier... Dans le 16e en partie. Et même sur Paris en général, il est à plus de 10%, François-Xavier Bellamy. Un mot peut-être, parce que c'est vrai que le PS et les LR, c'est des partis qui ne faisaient plus sur le plan national de gros scores, mais qui faisaient des gros scores aux élections locales et qui gardaient un ancrage territorial. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini ? J'ai l'impression là qu'on assiste à une recomposition en fait de la vie politique et des partis traditionnels. Regardez les alliances qui sont en train de se tramer. On assiste là. Qu'est-ce qui va se passer avec les Républicains justement ? Quel parti va rester au sein des Républicains sous l'étiquette les Républicains ? Quel parti va aller rejoindre justement le Rassemblement national ? Quel parti peut-être va aller rejoindre aussi la majorité présidentielle ? Là, il y a quand même, se redessine une carte électorale de façon très intéressante. L'union de la gauche, peut-être que certains, vous l'évoquiez tout à l'heure, peut-être que certains vont être extrêmement mécontents. On a vu que Raphaël Glucksmann n'est pas du tout sur la ligne de ce qui est en train de se dessiner. Les conditions qu'il a posées hier soir ne correspondent pas du tout à ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux là aujourd'hui. Eh ben on va en parler justement avant de vous donner la parole, Catherine. On va voir ce qui s'est joué hier, puisqu'il y avait une réunion des 4 forces de gauche qui ont donc trouvé un accord sur des candidatures uniques. On va voir le résumé de cette tractation avec Jérôme Rabier. C'est au siège des écologistes à Paris que les formations de gauche se sont retrouvées au lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Avec un enjeu, faire l'union pour les législatives. Après 6h30 de réunion et sous la pression de manifestants qui réclamaient un accord, la fumée blanche est sortie. Fini la NUPES, place au nouveau Front populaire. Chaque composante a pu prendre la parole et présenter le principal accord, partir en campagne avec une candidature unique par circonscription électorale. Notre volonté de partir ensemble dans cette bataille, pour proposer une alternative à la politique d'Emmanuel Macron et pour combattre l'extrême droite raciste. Nous sommes un pays qui se lève aujourd'hui pour dire non à l'extrême droite et pour dire oui à la démocratie, oui à la gauche. Des chefs de parti qui ont soigneusement évité d'évoquer la sortie de Raphaël Glucksmann quelques heures plus tôt, aux 20h de France 2. L'eurodéputé y présentait ses conditions pour rejoindre un bloc de gauche, proposant même un nom de Premier ministre. Moi, je pense que les accords d'appareil ne suffiront pas, que les politiques ont largement échoué. Et donc, j'ai une idée, si vous voulez. Et je vous la donne à vous. J'ai l'impression que ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Ah, ce sera clairement pas Jean-Luc Mélenchon. Je vous le dis tout de suite. Ce sera qui ? Et moi, je pense à Laurent Berger. Si son parti Place Publique est signataire du communiqué commun d'hier soir, la vice-présidente du mouvement, Aurore Laluc, s'est empressée de publier sur les réseaux une explication. Pour elle, ce n'est pas un accord, juste une ouverture de discussion qui a permis de poser des conditions. Preuve que le chemin sera encore long pour l'union de toute la gauche derrière la bannière du nouveau Front populaire. Catherine Tricot, un accord a donc été finalement trouvé pour des candidatures uniques, ce qui ne veut pas dire pour le moment qu'il y a encore un accord programmatique, mais c'est vrai que quand on a vu la campagne et les invectives quand même qu'il y a eu notamment entre la France Insoumise et Raphaël Glucksmann, est-ce qu'il y a une crédibilité aujourd'hui à porter des candidatures communes devant les électeurs ? Écoutez, je pense que le dernier point des exigences de Raphaël Glucksmann doivent être entendues. Il faut que ça s'arrête, d'une façon générale, de se parler mal, comme on s'est parlé mal pendant cette campagne. Mais c'était, si on se souvient, les élections présidentielles, c'était quand même pas terrible non plus. Donc ça avait aussi été très, très dur. Et puis, en 10 jours, ils avaient réussi à
arrondir les angles et à se mettre d'accord tous sur un programme qui était le programme de la NUPES. Donc finalement, ils ont quand même cette base-là sur laquelle ils ont été élus il y a 2 ans, qui va servir probablement de socle pour continuer. Il y aura des ajustements, parce que des choses n'ont plus leur raison d'être, et de nouveaux enjeux sont apparus. Mais ce socle-là, à mon avis, va rester, et dans lequel on va avoir une dimension, je dirais, finalement, d'abord de rupture, évidemment, avec la politique d'Emmanuel Macron, d'opposition aux orientations du Rassemblement national, mais aussi quand même une politique qui est assez loin de ce qu'avait pratiqué le Parti socialiste au pouvoir. Donc c'est un petit peu ces trois éléments-là. On sait bien que Olivier Faure a pris conscience que la continuation du Parti socialiste de François Hollande ne faisait pas recette, et que donc il fallait se mettre en distance. D'ailleurs, ce qu'a très bien compris également Raphaël Glucksmann, qui n'a cessé de dire « je ne suis pas l'héritier de François Hollande ». Donc je pense que sur cette base de « on ne refait pas la politique socialiste qui a échoué, et évidemment on s'oppose aux 2 autres », il y a une base d'accord. Alors, bon, ils mettent leurs conditions, je pense qu'ils sont meurtris, et je crois qu'ils ont raison de l'être. Il s'est dit des choses, ils ont fait des choses qui ne sont pas bien du tout pendant la campagne, qui n'avaient pas leur raison d'être, mais bon, ça va s'aplanir. Mais est-ce que là, la différence, c'est qu'il n'y a plus Jean-Luc Mélenchon, qu'on n'entend plus depuis dimanche? En tout cas, très peu. Oui, enfin, on l'entend. Oui, on l'entend, et c'est certain que là, tout le monde a dû lui demander de se mettre en sourdine. C'est certain que c'est une personne qui a penser la politique comme étant un combat qui clive, et que c'est comme ça qu'on peut se faire repérer, et comme ça qu'on mobilise, parce que c'est les deux, c'est aussi... Et c'est pas absolument sans résultat. C'est-à-dire que quand on voit le vote des jeunes, par exemple, dans les jeunes de moins de 25 ans, parmi ceux qui ont voté, il y a un tiers qui a voté Rassemblement national, un tiers qui a voté France Insoumise, mais 5% qui a voté Glucksmann. Ça veut dire qu'en fait, pour l'instant, les socialistes et le reste de la gauche n'a pas trouvé la martingale pour mobiliser la jeunesse, et on ne gagne pas une élection sans les jeunes. Parce que les jeunes, c'est pas simplement une question de poids, c'est aussi une question de dynamique et d'énergie dans une campagne. Et pour l'instant, il faut quand même constater que pour une partie des catégories populaires, pas toutes, mais pour une partie des catégories populaires et de la jeunesse, pas toute la jeunesse, mais quand même, c'est la France Insoumise qui a trouvé le style qui... voilà. Peut-être qu'on peut être un peu moins clivant que Jean-Luc Mélenchon. Justement, Tatiana Renard-Barzac, là, ils vont faire des candidatures communes, mais est-ce qu'on n'est pas sur 2 électorats différents? Est-ce que les gens qui ont voté Raphaël Glucksmann dimanche, ils n'ont pas aussi voté pour Raphaël Glucksmann parce qu'il a dit très clairement « moi, je ne veux pas d'alliance avec Mélenchon, je ne veux pas d'alliance avec LFI ». Bien sûr, certains ont voté pour exactement les conditions qu'il a énumérées d'ailleurs hier soir. Refus de la brutalisation de la vie politique, des calomnies, des insultes, et puis aussi le positionnement par rapport au conflit israélo-palestinien. Donc pour certains, évidemment, électeurs, c'est un reniement, et donc ils sont en train de se demander comment ils vont faire, quel vote ils vont avoir. Et d'ailleurs, on voyait bien le malaise d'ailleurs hier soir de Raphaël Glucksmann, qui se disait, en fait, il y a un risque là de trahison d'une partie de mon électorat, qui est revenu justement vers les socialistes, et qui risque de considérer que c'est une trahison si on va refaire une NUPES. Il a bien dit, ça ne sera pas une NUPES, ce ne sera pas le retour de la NUPES. Et je pense qu'en effet, en cela, Jean-Luc Mélenchon est assez rédhibitoire pour une partie de cet électorat. Cela dit, il y a une question de réel politique, et Olivier Faure l'a bien compris. Il y a quand même beaucoup de députés qui doivent aussi leur circonscription, leur élection il y a quelques années, à cette NUPES et à cette alliance. Mais le rapport de force a été inversé, parce que souvenez-vous, auparavant, c'était justement LFI qui était en position de force, donc le programme avait été imposé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on a quand même Raphaël Glucksmann qui surpasse LFI quand même de façon assez écrasante. Et donc, si vous voulez, écrasante dans certains endroits. Oui, voilà. Mais cela dit, le score est là. Le score est là, qui talonne quand même la candidate d'Emmanuel Macron à un point. Donc, c'est pas un écrasement. Non, c'est pas 22-2. Il y a quand même une inversion du rapport de force qui fait qu'aujourd'hui, LFI ne peut pas imposer son programme comme ils l'ont fait il y a quelques années en disant voilà, c'est ça ou rien. Ça, c'est impossible aujourd'hui. À l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon sort avec 22 et Madame Hidalgo avec 2. Donc là, on est dans un rapport en dessous de 2. Voilà. Ouais. Donc on est dans un rapport de force qu'on peut dire écrasant. Là, c'est pas le cas. Moi, je pense qu'on est dans un rapport de force qui représente un peu la gauche. C'est-à-dire que la gauche, elle est vraiment diverse et ça n'avait pas de sens. Une gauche qui n'était représentée que par un pôle. Là, on a 4 pôles qui sont de force inégale, mais qui tous les 4 existent et apportent leur contribution à la gauche et même à sa reconstruction, à sa redynamisation, parce qu'on a avec cela dit une composante, les écologistes, qui sont pour le coup là en déroute. C'est-à-dire qu'on voit quand même un score
qui est quand même pas ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on est quand même passé d'un score plus de 13% pour Yannick Jadot à un score là qui est quand même, on a failli pas être à 5% quand même, ne pas avoir d'eurodéputés. Donc ça pose quand même une question. Mais la question de l'écologie est devenue partagée. Oui, mais il y avait quand même des enjeux extrêmement importants, intéressants, la crise agricole notamment, qui a mis vraiment au cœur du débat ces questions-là. Et je trouve que c'est dommage qu'ils ne soient pas arrivés à préempter, à arriver à mieux expliquer à leur électorat. Et d'ailleurs, aux Français, aux jeunes, vous disiez les jeunes, c'est un des enjeux de cette élection, les jeunes. Et le RN a su capter chez 18-24 ans, il y a une progression assez spectaculaire aussi chez 18-24 ans. Est-ce que du coup, ces législatives anticipées qui poussent la gauche à s'allier de manière très très rapide, forcément pour contrer la poussée du Rassemblement national, est-ce que ça met à mal la stratégie de Raphaël Glucksmann, qui était de refonder un autre courant socialiste autour d'une social-démocratie autour de lui? Et est-ce que là, il va y avoir une divergence entre lui et Olivier Faure? Il y a évidemment une divergence. C'est ce que je vous disais, il y a en fait une confrontation entre la réelle politique. Voilà. Olivier Faure, qui tient les cordons de la bourse, qui tient les implantations départementales, etc. Et puis Raphaël Glucksmann, qui lui était en effet, qui est plus sur quelque chose même de tripal, pardon de le dire comme ça, mais sur des valeurs profondes, des convictions. Je dis pas qu'il n'y en a pas du tout du côté d'Olivier Faure, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas les considérations sur les législatives, circonscription par circonscription, dans les départements, où le PS maintenant espère gagner davantage de sièges qu'en 2022, avec cet accord signé et rééquilibré en faveur du PS. Mais Olivier Faure sait qu'il sait qu'il ne peut pas continuer dans la lignée de Hollande, mais il sait qu'il faut qu'il réinvente la social-démocratie. D'ailleurs, c'était un peu leur point d'accord, Glucksmann et Faure. Il fallait réinventer la social-démocratie. Là, en 3 semaines, assurément, ils n'ont pas le temps. Donc, ce que je pense, c'est que ce n'est pas forcément un désaccord de fond entre eux. C'est un désaccord de temps. C'est-à-dire qu'il y en a un qui doit gérer le temps court, immédiat. Il faut assurer que la gauche tente de challenger le Rassemblement national, voire de le battre, c'est ça quand même l'enjeu, l'objectif. Et je trouvais aussi assez intéressant dans ce qui a été dit hier soir, c'est que même par Raphaël Glucksmann, c'est pas simplement les partis, c'est toute la gauche là qui est appelée à la rescousse. On sait qu'il y aura une manifestation ce week-end un peu partout en France à l'appel des syndicats, mais c'est la Ligue des droits de l'homme, c'est vraiment beaucoup de monde qui va se mettre en mouvement pour essayer de dire on ne va pas donner notre pays au Rassemblement national, ce qui serait une pure folie. Alors justement, on va parler du Rassemblement national qui tente de s'élargir. Hier, il y avait une réunion entre Marine Le Pen, Jordan Bardella et Marion Maréchal qui, elle, est favorable à des accords plus larges législatifs. Jordan Bardella, lui, voit encore plus loin. Il a lancé un appel. Il était l'invité ce matin de la matinale de RTL. Dans les candidats que mon mouvement politique va soutenir pour ces élections législatives, il n'y aura pas simplement des gens issus du Rassemblement national, il y aura aussi des gens issus des Républicains. Et moi, j'appelle vraiment les Républicains à cesser d'être la béquille politique d'Emmanuel Macron. Si vous avez des convictions, si vous aimez votre pays, si vous voulez contribuer au rétablissement de l'ordre et de l'autorité sur notre sol au service des Français, venez travailler à nos côtés. Moi, je vous tends la main comme je l'ai toujours fait, et notamment dans le cadre de ces élections européennes où j'ai accueilli sur ma liste des gens qui venaient de l'extérieur, des hauts fonctionnaires, des commissaires de police, des gens qui étaient des élus locaux, des républicains notamment. Est-ce qu'il est en train de tendre un piège aux Républicains? Et comment peuvent-ils réagir? Et il est en train de faire ce qui se fait un peu partout en Europe. C'est en fait une alliance de la droite avec l'extrême droite. C'est ça qui est en train de se passer en France. Et de fait, si l'on regarde, il y a une grande coalition qui est en train de se bâtir à gauche. Il y a une coalition qui s'est bâtie au centre, quand même largement autour du parti d'Emmanuel Macron, mais aussi avec le MoDem et le parti d'Édouard Philippe. Et puis, il y a une coalition qui va se bâtir à droite et extrême droite. Et c'est avec la LR pour vous? Oh bon, oui, moi là franchement je vois pas. Ils peuvent toujours jouer à être le petit parti résiduel au milieu, mais ils vont disparaître. Je pense que là vraiment la tendance, et elle n'est pas qu'une tendance française. Enfin je veux dire, quand vous regardez le parti républicain aux États-Unis, alors eux c'est carrément le parti qui est passé à l'extrême droite. Mais ce que je veux dire, on a une tendance en Italie et dans beaucoup de pays à une alliance droite-extrême droite. C'est un peu ce qui se joue au Parlement européen. Enfin, Von der Leyen a dit qu'elle voulait s'allier avec Mélanie. Donc on est quand même dans cette mouvance qui, historiquement, a déjà eu lieu. Enfin, je veux dire, ça s'est déjà produit. Je ne veux pas agiter les spectres, je ne veux pas toucher le point Goldwyn et qui met tout le monde par terre. Mais enfin, Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par les armes. Il est arrivé parce qu'il a passé une alliance avec le centre droit en Allemagne, et c'est eux qui l'ont porté au pouvoir en pensant faire les malins, en se disant « Oh, bon, on va le mettre, comme ça on va voir à quel point il est ridicule et il est incapable. » Oui, c'est ça. Donc ce pari du caractère incompétent de l'extrême droite est un pari, historiquement, on a vu qu'il ne marche pas.
moi, je nuancerai un petit peu ce propos, peut-être, si vous le permettez. Parce que, d'abord, je pense d'abord, on voit une union des droites, en effet, qui est en train de se dessiner. Cela dit, moi, je pense que LR va plutôt être divisée en trois. Va être un peu éparpillée, tel un puzzle, si j'ose dire. Mais une partie, en effet, risque de partir au Rassemblement national. Et d'ailleurs, Marion Maréchal l'a dit hier, elle est déjà en négociation, en discussion, et elle va d'ailleurs servir de lien, de négociateur, si j'ose dire, entre le RN et les LR. Et puis une partie va aussi rejoindre les bancs de la majorité présidentielle, assurément. Mais une petite partie, vous aviez hier Florence Portelli sur votre plateau, dit ni alliance avec Macron, ni alliance avec le RN. Il y a quand même une partie qui est là. C'est ce que dit officiellement Éric Ciotti. À entretenir ce parti et considère qu'il y a encore, un vivier possible et il y a encore un chemin possible. Donc je pense que là, il y a en effet... L'avenir de LR est en jeu, mais je pense que cet avenir-là, François-Xavier Bellamy, quand même, a fait de bons scores à certains endroits et a quand même incarné une renaissance un peu aussi de ce parti. Donc je pense que LR, malheureusement, risque d'être séparé, divisé, si j'ose dire. Cela dit, Marion Maréchal, elle sert aussi à quelque chose. Elle sert aussi au Parlement européen à rallier les deux gros courants d'extrême droite et arriver à faire le lien entre le parti où Jordan Bardella va siéger, enfin le groupe où Jordan Bardella va siéger, et Giorgia Meloni. D'ailleurs, elle s'est empressée de la féliciter de ses x4 pour son score. Elle l'a rencontrée la semaine dernière. Et donc, elle est aussi utilisée, si j'ose dire, par le parti de Marine Le Pen pour aller faire ces négociations, ces discussions et faire ce ralliement pour avoir un poids important au Parlement européen, bien évidemment. Est-ce que du coup, effectivement, pour prolonger ce que dit Tatiana Renard-Barzac, il y a des divisions chez les Républicains? Xavier Bertrand, ce matin, il appelle Éric Ciotti à être clair dans la position des Républicains vis-à-vis du Rassemblement national. Il n'est pas suffisamment clair? Ben non. Bah évidemment pas. Enfin, je veux dire, tout le monde se souvient qu'il avait dit entre Zemmour et Macron, je vote Zemmour. Bon, bah alors, donc voilà, Zemmour... Dimanche soir, il a dit on est indépendant, on est autonome, oui, bien on n'est ni Le Pen, ni Macron. Non, mais c'est certain. C'est certain qu'ils ne sont ni Le Pen ni Macron. Est-ce qu'ils vont pouvoir rester hors alliance quand on est en train de se structurer de manière plus forte cette tripartition du champ politique? Moi, ils ont fait ce pari-là, ils ne l'ont pas réussi. Et là, je crois qu'ils vont être vraiment écartelés. Alors, pour revenir à notre discussion précédente, ceci étant, les LR continuent d'avoir de l'impact dans les territoires. Ceci étant, aussi, la carte dont vous nous avez parlé montre que dans les territoires, en fait, ils vont aussi être sous la pression du Rassemblement national. Ils ne sont pas sous la pression qu'au national. Ils sont aussi dans les territoires. Sur les LR, il y avait une réunion qui était organisée hier au Sénat avec Gérard Larcher, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, mais donc sans Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui a décliné l'invitation. Et on voyait qu'il fallait paquet d'images, on n'a pas eu d'interview à la sortie, ce qui est quand même le signe, on peut le penser, d'un malaise chez les Républicains pour l'heure, où ils négocient entre eux même visiblement leur ligne politique heure par heure. Le piège qu'a fait Emmanuel Macron est en train de se poursuivre. C'est-à-dire que la fracturation des Républicains est à l'œuvre encore maintenant et encore plus. Ça fait des années que Emmanuel Macron joue à cela, justement, à dépecer, si j'ose dire, les Républicains. Il a même d'ailleurs, on a même des ministres des Républicains, Rachida Dati au gouvernement. Enfin, il a vraiment totalement dépecé et ce piège continue. Et puis de l'autre côté, le même piège s'est ouvert aussi pour la gauche, parce que justement, quelque part, c'est une façon de leur dire, est-ce que vous êtes capable de vous rassembler? Est-ce que vous êtes capable de faire échec au Rassemblement national? Donc c'est un double piège qu'Emmanuel Macron lance justement à ces deux partis d'opposition. Et ça fait rire, quoi, un double piège. En fait, c'est quand même lui qui est en train d'installer. On est bien d'accord. Non, mais il y a un double piège, que je veux dire, on a l'impression qu'il est super habile et qu'il tend des pièges. Parce que lui pense mais enfin, je veux dire, en mettant 3 semaines, en donnant 3 semaines pour faire cette élection, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la dynamique et il donne aucun temps aux adversaires du Rassemblement national. Même pas 3 semaines, puisqu'il faut déposer les listes dimanche soir. Sachant d'ailleurs que les alliances vont prendre au moins une semaine. Non, mais c'est une folie. Enfin, je veux dire, c'est totalement irresponsable ce qu'ils viennent faire. Et un dernier mot, parce qu'il y en a un qui espère peut-être tirer profit, en tout cas dans la majorité de ce qui est en train de se passer, et qui espère que la poutre va continuer de travailler, c'est Édouard Philippe, on va l'écouter. Vous pouvez avoir tous les accords d'appareil que vous voulez bien, l'important c'est les idées. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je considère que si on veut construire une nouvelle majorité, il faut d'abord partir du principe simple qu'aucun parti politique à lui seul n'est en mesure de mettre en œuvre quelque chose à la hauteur des enjeux des Français. Et donc, il faut être ouvert. Accepter que sur un certain nombre de points, on puisse travailler avec d'autres. Les Républicains, le Parti Socialiste ? Avec toutes les forces politiques à l'intérieur du bloc central. Du PS aux Républicains ? Mais bien sûr. Il faut dire qui on est. Moi, j'ai aucun problème à dire qui je suis, ce à quoi je crois. Et il faut accepter l'idée qu'on va devoir travailler avec d'autres. Est-ce qu'il peut réussir à créer un grand centre? C'est son ambition.
Rien de cela n'a été démontré dans la pratique de ce quinquennat et demi qui vient d'avoir lieu. Et par ailleurs, je lui souhaite bien du plaisir pour convaincre que la retraite à 67 ans, c'est la base de rassemblement en France. Je pense que Emmanuel Macron vient de payer la retraite à 60 ans. Enfin, se passer à 64 ans. Ouais, à 64. Bon, d'abord, il faut quand même rappeler qu'il est probablement candidat pour 2027, donc il prépare aussi quand même son chemin présidentiel. Cela dit, là, il tend la main pour des alliances. Et c'est intéressant parce que quand on voit les scores là aux européennes, on voit qu'en fait, le parti d'Emmanuel Macron a perdu non seulement des points par rapport à la liste de gauche et à la liste de droite. Donc en fait, il est en train d'essayer de réunir les deux ailes de la Macronie, c'est-à-dire l'aile gauche et l'aile droite, et en train d'essayer de rallier à lui justement tous ceux de gauche qui pourraient se sentir orphelins justement et qui reviendraient du coup au bercail, si j'ose dire, ceux qui ont voté lors de la présidentielle, les électeurs de gauche pour Emmanuel Macron, et puis à droite, ceux qui ne savent pas quoi faire, on vient de l'évoquer, parce que perdu entre le RN et un cas de conscience de force majeure, et donc qui peut-être pourraient tenter de rallier la Macronie. Donc on voit quand même que là, Édouard Philippe joue sa carte présidentielle, mais tente aussi une alliance. Et d'ailleurs, François Bayrou est sur la même ligne. Hein. Quand même, Emmanuel Macron leur a réduit le nombre de cartes, hein, parce que je veux dire, vouloir être l'héritier de l'expérience macroniste. Enfin, Édouard Philippe a été Premier ministre pendant 5 ans, et par ailleurs, il vient de la droite, et encore une fois, il s'identifie par des propositions qui sont très à droite. Donc, vouloir raccrocher la gauche de la Macronie, je ne sais pas tout à fait s'il a pris le bon chemin. Oui, mais il n'y a pas le choix. Non, il n'a peut-être pas le choix, mais je pense qu'il n'a pas les cartes. Il n'a pas forcément les cartes, on est bien d'accord. On va parler des législatives, puisque toute la presse régionale en parle. Oui, on voit ça avec vous. Ouais. La presse régionale qui continue de tirer les enseignements du scrutin de dimanche. Voilà, les journaux, par exemple, du groupe Centre-France, comme La Montagne à Clermont-Ferrand, qui titre sur Emmanuel Macron le jour d'après et le président, le regard baissé hier lors des commémorations à Oradour-sur-Glane. La presse régionale qui s'interroge aussi sur la progression du vote RN, vous le voyez. Presse Océan, le journal de Nantes qui titre sur les racines locales du vote RN. La Voix du Nord qui revient sur les statistiques que nous évoquions tout à l'heure. Et le RN arrivé en tête dans 97% des communes du Nord et du Pas-de-Calais. Et dans les pages intérieures, vous le voyez, de La Voix du Nord, le journal raconte les peurs qui secouent les électeurs. Des Français qui sont à bout, écrit le titre. Pour certaines personnes, il n'y avait plus d'autre choix que l'extrême droite. Il y a une expression qui revient beaucoup ce matin, c'est celle des grandes manœuvres. Voilà, les grandes manœuvres, ces mots s'affichent dans de très nombreux journaux ce matin. Les grandes manœuvres à droite comme à gauche, avec les photos de Marion Maréchal Le Pen au siège du Rassemblement national. On le voit à la une du Courrier Picard, de l'Est républicain, du Midi Libre. Des grandes manœuvres aussi, bien sûr, à gauche. Et dans les pages intérieures du Télégramme, on revient sur l'accord de la nouvelle NUP, trouvé chez les écologistes pour des candidatures uniques partout. Et le journal qui note, le Télégramme qui note que l'accord a bien été signé par Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann. On termine avec la campagne des législatives. Elle a commencé, évidemment. Voilà, dès l'annonce de la dissolution, les candidats ont lancé leur campagne. Beaucoup de titres reviennent donc ce matin sur les principaux candidats en lice dans leur département. Les députés repartent au front, titre ainsi Sud-Ouest, avec la photo de Thomas Cazenave, qui est également ministre du Budget, mais donc qu'on a vu hier sur le terrain en Gironde. Bonjour monsieur, vous savez qu'on vote bientôt. C'est la phrase d'accroche de Thomas Cazenave, dit-on dans les pages intérieures du journal. Un ministre qui n'était pas dans la confidence et qui a appris dimanche soir la dissolution comme tous les Français. Merci Quentin, merci beaucoup. La une de la revue Regard, c'est Netanyahou. Oui, l'homme qui a condamné Israël. On n'a pas encore fait la nouvelle une. Ce sera très vite. On a été un peu pris de court. comme Thomas Cazenave. Voilà. Merci beaucoup, merci Quentin, merci Catherine, merci Tatiana, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. Très bonne journée, à demain.